Donc on continue cette séance avec la correction des exercices prévus pour cette séance. Donc on est censé le faire ensemble en cours, hein. Donc si vous ne les avez pas finis, c'est pas grave. Essayez de bien suivre la correction et surtout n'hésitez pas à faire pause pour prendre un peu d'avance et ensuite voir si vous aviez bon par rapport à la correction. Donc on va commencer. Premier exercice, écrire une fonction prenant en argument une liste et renvoyant la longueur de cette liste. Donc là c'est une fonction relativement simple à écrire. Donc on commence par le mot-clé toujours fonction. Je vais appeler ma fonction longueur. On lui donne comme argument une liste. Donc, ma liste par exemple, ou une liste, parce que ça peut être n'importe quelle liste. Ok. Et je dois renvoyer la longueur de cette liste. Donc tout simplement return len une liste. Ok, donc là c'était vraiment très très simple à faire. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez faire à chaque fois des tests, hein. Ok, donc là je vais mettre une liste 1, 2, 3, 4. Il me renvoie bien 4. Vous pouvez définir une liste par ailleurs et ensuite l'utiliser dans la fonction. Donc in range 100. Int longueur L. Ok. Voilà, bon, rien de très compliqué ici. Donc là, c'est un petit peu la même chose que ce qui se passait pour quand on a défini la fonction somme, là, ici. C'est-à-dire que cette fonction-là, la fonction longueur, ne sert strictement à rien, puisqu'il suffit d'utiliser directement len de la liste. Ok, bon. C'était pour vous mettre un petit peu dans le bain. Voilà, donc ensuite, exercice 2, écrire une fonction permettant de trouver le plus petit entier dans une liste. Ok, donc là, il va y avoir une manière simple, une manière un petit peu plus détournée. Quoi qu'il arrive, vous étiez obligé pour cet exercice-là d'aller chercher une fonction sur internet, puisque je crois que on va utiliser deux fonctions pour les deux possibilités de réponse à cet exercice. On va utiliser deux fonctions qu'on n'avait pas encore vues jusque-là. Donc def plus petit. Là pareil, on donne une liste en argument. Les deux points à la ligne. Return min une liste. Ok, donc là en fait la fonction min renvoie l'élément le plus petit d'une liste. Et sinon on pouvait aussi utiliser plus petit une liste de points. On pouvait utiliser la fonction sorted. Donc je vais créer une variable locale, une liste locale qui sera la liste en argument, mais ordonnée, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Et pour ça, on va utiliser la fonction sorted, une fonction préintégrée de Python. Sorted une liste. Donc cette liste-là, elle, c'est la liste qui contient les mêmes éléments qu'une liste, la variable une liste, sauf que ces éléments-là sont ordonnés du plus petit au plus grand. Si on voulait les ordonner de manière décroissante, il fallait mettre reverse égale true, quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, ça va dans l'ordre décroissant. Donc là, on a une liste qui contient les éléments de... Là, on a la liste L qui contient les éléments de la liste une liste. C'est un peu répétitif. Du plus petit au plus grand. Donc il suffit juste de retourner. Si on veut le plus petit élément de une liste, il suffit de retourner le premier indice, enfin l'élément d'indice 0 de la liste L, la liste locale. Ok. Donc, si on veut tester ça par exemple, L1 égale moins 5, 20, moins 9, 12, 52 ça marche aussi, et L2 égale 2, 3, 4, 8, 0, 10. Voilà. Okay. Print plus petit L1
pareil avec L2. Voilà, on a bien... Ah oui, là ça marche pas ici. Ok. On a bien -9 qui est l'élément le plus petit de la liste 1 et 0 qui est l'élément le plus petit de la liste 2. Donc là pareil, c'était pas un exercice très compliqué. On passe à la suite. Exercice 3, donc on vous donne un argument, un dictionnaire. Là en l'occurrence c'est un dictionnaire test, donc c'est pas ce dictionnaire là, ça peut être n'importe quel dictionnaire. Sauf que le dictionnaire qu'on nous donnera à chaque fois sera composé de la même manière, c'est-à-dire qu'en clé il y aura des noms, et en valeur, pour chacune de ces clés, il y aura une moyenne. On nous demande dans un premier temps d'écrire une fonction qui va retourner la liste des élèves ayant au moins 10, c'est-à-dire supérieur ou égal à 10. Ok, donc def bon élève, qui va prendre en argument un dictionnaire. Ok. Ok, et là on va utiliser une fonction qu'on a dû voir qu'une seule fois, je crois, qui est la fonction item, qui va permettre en fait d'aller chercher les éléments d'un dictionnaire clé par clé et valeur par valeur, mais simultanément. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc d'abord, je vais créer une liste vide qui va contenir le résultat. C'est-à-dire, le résultat ici, c'est la liste des noms des élèves qui ont eu au moins 10. D'accord? Donc c'est-à-dire que je vais stocker ces noms-là dans la liste résultat. Et ensuite, là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller itérer dans le dictionnaire. Itérer, donc, boucle for, hein. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller itérer dans le dictionnaire en allant chercher à la fois les noms et les valeurs associées à ces noms-là. Et ensuite, je vais pouvoir poser une condition sur la valeur pour savoir si je mets le nom dans ma liste de résultats ou pas. Et pour ça, donc, on va utiliser une boucle for qui, virgule, value in dico.items. Donc là, qu'est-ce que va faire cette boucle-là? Là, c'est un peu particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, au sens où on a une itération avec deux variables locales en même temps. Là, en fait, qui va valoir d'abord durant, en même temps que value va valoir 5,6. Ça, ce sera au premier passage dans la boucle. Au deuxième passage dans la boucle, qui va valoir tough et value va valoir 12.01. Troisième passage dans la boucle, qui va valoir Morvilliers et value va valoir 15.5, etc., etc. Ok, donc si vous avez compris ça, la prochaine étape, c'est de vérifier que la valeur, c'est-à-dire la variable locale qui va prendre comme valeur les valeurs associées aux clés, il faut vérifier que cette valeur-là soit supérieure à 10. If value supérieure ou égale à 10, parce que c'est au moins 10, hein, si cette condition-là est respectée, alors je peux ajouter le nom à ma liste de résultats. Donc là, on se souvient, point append. Append quoi? Bah, append le nom qui est en fait pris par la variable locale qui. Ok. Et à la fin, on a juste à... Donc là, je sors, je reviens le plus à gauche possible tout en restant dans la fonction. Et je sors de la boucle. Une fois que j'ai mis tous mes noms dans la liste résultat, bah, je peux retourner justement cette liste résultat. Ok. Donc on va faire le test ici. Bon élève D. Donc là, le dictionnaire, ça c'est bien le paramètre que je vais donner. Et il va me retourner la liste des élèves qui ont eu au moins 10. Donc c'est-à-dire Tuff qui a eu 12,01, Morvilliers qui a eu 15,5, Newton qui a eu 17 et Tesla qui a eu 11. Ok. Bon, si vous avez compris ça, normalement la deuxième question ça devrait aller. Alors, écrire une fonction retournant la moyenne de la classe et la liste des élèves ayant eu au-dessus de la moyenne. Donc, en fait, ça va ressembler furieusement à cette fonction-là, sauf que il va y avoir une étape en plus qui est de calculer la moyenne. Alors, on va le faire. Donc, def bon élève 2. J'ai toujours un dictionnaire comme argument.
Je vais toujours commencer par initialiser, enfin créer une variable résultat, une liste vide, qui est une liste vide, puisque ça va être un des éléments qu'il me faut à la fin. Et je vais commencer par calculer la moyenne. Alors il y a une manière de faire ça en une ligne. Je vous le montre quand même. C'est donc sum i for, enfin sum value for key value indico.items, le tout sur len dico. Ça c'est en fait la somme des valeurs qu'il y a dans le dictionnaire, donc 5,6 plus 12,01 plus 15,5, etc., 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 divisé par la longueur du dictionnaire. Donc là j'ai bien fait une moyenne. La partie peut-être un petit peu technique de ça, c'était cette partie-là. Si vous comprenez pas ça, en fait à quoi ça correspond, c'est comme si j'avais fait donc un compteur avec une moyenne qui vaut 0 au début. Est-ce que je vous dis pas de bêtises? Ouais. Non, si, c'est bien comme ça. Donc là, il faut que je fasse une boucle pour aller chercher la valeur de chacun, la moyenne de chacun des élèves. Donc for key value in dico.items moyenne égale à moyenne plus value. Ok, donc là, à la fin de cette boucle-là, la moyenne vaut la valeur, enfin la somme des moyennes de tous les, la somme des notes de tous les étudiants. D'accord, donc à la fin, il suffit de diviser cette, je vais pas l'appeler, je vais pas l'appeler moyenne, je vais l'appeler somme. Ce sera peut-être plus clair comme ça. Somme. Ok, et donc à la fin, moyenne, c'est la somme des notes divisée par le nombre d'élèves, c'est-à-dire la longueur du dictionnaire. Ok. Et donc ça me donnait la moyenne de la classe. Ok, donc notez-le, revenez sur la vidéo, je vais le supprimer, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, notez-le ou alors revenez sur, faites pause, parce que je vais garder donc cette forme-là qui est un petit peu plus pratique. Ça prend en place. Ok, donc j'ai la moyenne de la classe, j'ai une liste de résultats dans laquelle je vais pouvoir mettre la liste des élèves qui ont eu plus de la moyenne. Et donc maintenant, il me suffit de réécrire la même chose que ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire for key value in dico.items. Le point items, c'est une fonction qui s'applique au dictionnaire qui est extrêmement pratique. Je vous ai dit dans le premier chapitre qu'on ne rencontrerait pas beaucoup de dictionnaires. On va rencontrer quand même de temps en temps. Donc, sachez qu'en tout cas, c'est une fonction qui peut être très pratique, qui peut vous sortir de pas mal de situations un peu galères quand on n'a pas l'habitude de manipuler les dictionnaires. Parenthèse terminée. Donc, if value supérieur ou égal, cette fois-ci pas à 10 mais à la moyenne hein, qu'on a calculée. Alors, résultat.append, le nom, donc la clé. Et évidemment, à la fin, return résultat. Et on peut essayer avec notre dictionnaire. Ok. C'était bien ça, mais c'est deux. Ouais, cette fois-ci, il y a Tesla qui sort de l'échantillon, qui n'avait pas la moyenne. Ok. Ah, on nous demande, pardon, on nous demande de retourner la moyenne aussi. Donc en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est que là, on va, dans les variables qui sont retournées par la fonction, on va mettre à la fois moyenne et résultat. Ok, donc là, il me donne la moyenne en premier et la liste des élèves qui ont eu plus de la moyenne. Et donc là, c'est pour ça qu'on voit que Tesla, qui a eu 11, a en dessous de la moyenne. Ok. Bon, c'était pas forcément évident comme exercice à cause de la manipulation du dictionnaire. Mais sinon, globalement, il n'y a rien de très compliqué. La plupart des éléments qu'on a utilisés ici sont des éléments qu'on a vus et réutilisés en fait avec les boucles
et les structures conditionnelles. Ok, bon, c'est important hein, que vous fassiez pause de temps en temps pour tester l'exercice avant de regarder la correction. Faut pas juste vous contenter de recopier la correction. Ça sert d'autant moins de recopier la correction sans l'avoir comprise que on va vous donner, enfin on va mettre en ligne la correction des exercices du chapitre. Donc prenez plus le temps de comprendre que d'apprendre par cœur ou de noter la correction comme elle vient. Ok, donc cela étant dit. Exercice 4, une population P0 augmente chaque année de X%, percent. Chaque année également, il y a un certain nombre fixe de départ, OG. On souhaite savoir en combien d'années la population atteindra un certain seuil, target, donc écrire la fonction prenant en paramètres P0, percent, OG et target, et qui renvoie le nombre d'années que met la population à atteindre ce seuil. Ok, bon là c'est typiquement, voilà, ça c'est ce qu'on va beaucoup faire la semaine prochaine. Enfin, beaucoup. Ça ressemblera pas forcément exactement à ça, mais en gros, voilà, on a un problème donné. Comment je fais pour le résoudre informatiquement parlant? Comment je fais pour écrire une fonction qui pourrait me permettre de résoudre ce problème? Def, comment on l'a appelé NB years, ok. NB years. Là, donc en paramètre, je prends P0, ok. Je prends le pourcentage d'augmentation de la population par année. Je prends le nombre de départs qu'il y a chaque année et je prends le seuil, cible, le seuil à partir duquel, le seuil target à partir duquel on veut s'arrêter. Enfin, le seuil qu'on veut atteindre en fait plutôt. Ok, donc là j'ai 4 arguments. Alors, chaque année, donc j'ai une augmentation de X% et j'ai des départs d'un nombre qui est fixe, qui est égal à OG. Donc, je vais créer un compteur en fait qui va compter le nombre d'années qu'il me faut pour atteindre le seuil. Donc je vais commencer, je vais initialiser ce compteur à 0. Ok. Et je vais utiliser une boucle qui me permet de dire que en gros, tant que j'ai pas atteint tel seuil, bah, ma population augmente de X% avec un nombre fixe de départ par année. Donc là, les mots-clés qu'il fallait entendre dans ce que je viens de dire, c'est tant que. À savoir une boucle while. C'est-à-dire while P0, donc ma population en fait, est inférieure à target, alors bah, je vais appliquer l'augmentation de X% et le départ de HOG à ma population. Donc là, ma population, elle vaut P0 au début, première année. P0 augmente de X%. Donc l'ancienne valeur de P0 plus X% de P0 fois X divisé par 100. Je ne sais plus si... Ouais, on ne les donne pas en pourcentage, donc attention, là, il faut rediviser par 100. Moins HOG. Donc ça, c'est le nombre de départs fixe. Ça, c'est le pourcentage d'augmentation de ma population. Donc c'est le pourcentage de ma population. Donc il faut bien que je multiplie par P0, qui est ma population en cours. Et donc j'ajoute tout ça à ma population P0. Ce qui fait qu'en fait, la P0, à la fin, ce sera plus ma population de départ, ce sera ma population en cours à chaque étape. Ok. Et on n'oublie pas de compter le nombre d'années qu'il va falloir pour atteindre notre target. Et donc à chaque fois, je vais augmenter 1. Ce qui fait que ici, je suis en train d'appliquer les variations de population à mon échantillon, enfin à mon niveau de population. Et je compte le nombre de fois que je vais devoir passer dans la boucle pour que P0 atteigne le seuil cible. Et à la fin, je dois renvoyer return C. Ok. Et donc encore une fois, on peut tester avec les différents paramètres qu'on nous propose. Ok, donc ABCD, EFGH, IJKL,
Donc on vous avait donné les réponses qu'il fallait obtenir. A is not defined. Ok. X is not defined cette fois. Et c'est normal, c'est parce que c'est pas X, c'est percent. Ok. Ok. Voilà. Bon, c'était pas. Normalement, c'était pas trop compliqué. Et là, il fallait juste arriver à poser le problème, comprendre qu'il fallait utiliser une boucle while. Et du coup, utiliser un compteur. Mais le compteur, on commence à l'avoir utilisé quand même pas mal de fois. Donc ça devrait être une, une petite astuce que vous devez avoir en tête maintenant. Je pense que ça devrait être compris. Donc on va finir avec l'exercice 5, qui consiste donc du coup à écrire une fonction ayant pour paramètre une liste et permettant de renvoyer une autre liste dont les éléments sont les carrés de la première. Ok, jusque là fastoche. Sauf qu'on va ajouter en plus une condition, c'est-à-dire une option, pardon, de sorte que l'on puisse choisir de renvoyer cette liste, mais de façon inversée. Ok, donc là, à quoi il sert cet exercice? En fait, tout simplement, on va être amené à utiliser un paramètre optionnel. Alors, à quoi ça va ressembler? Alors, écrire une fonction permettant de stocker au sein d'une liste les carrés des éléments de la liste mise en paramètre. D'accord, donc def carré, on donne une liste en paramètre. Je vais pas l'appeler une liste parce qu'en fait ça prêtait à confusion tout à l'heure. Je vais l'appeler LST. Voilà. Et donc je vais avoir une liste résultat. Okay, une liste vide donc au départ. Et donc for élément in LST. Donc pour chacun des éléments de la liste que j'ai donné en argument, je vais ajouter le carré à la liste résultat. Résultat.append élément au carré. Ok, jusque là tout va bien. Ajouter une condition, enfin une option dans les paramètres, ok, c'est-à-dire un paramètre dont la valeur est fixée par défaut. Par exemple un booléen. Ok, donc on va ajouter un paramètre optionnel, je vais l'appeler option égale false. D'accord? C'est-à-dire que par défaut, ce paramètre-là vaut le booléen, ça s'appelle un booléen, le booléen false. Ok? Et je vais ajouter ensuite dans le corps du texte, enfin de l'accord de la fonction, une structure conditionnelle, de sorte que si l'option est vérifiée, alors la fonction renvoie la liste des carrés, donc c'est-à-dire ça, mais de façon inversée. If option égale true, donc là c'est bien le égal que j'utilise, hein. D'accord. Donc par défaut cette option là elle n'est pas égale à true, hein, donc par défaut je ne vais pas rentrer dans cette partie là de la condition. Donc, mais par contre si cette option est vérifiée, alors il faut que je renvoie, donc return, la liste résultat mais inversée. Et comment on fait ça? En fait on va utiliser les indices, c'est-à-dire résultat, j'utilise les crochets, je vais du début à la fin, mais j'y vais en sens inverse, c'est-à-dire que je vais mettre -1. Ok, ça je crois pas qu'on l'ait vu auparavant, c'est pas très grave, mais sachez que du coup on peut inverser les éléments d'une liste en procédant comme ça. Ça marche aussi du coup avec une chaîne de caractères. Si l'option n'est pas vérifiée, donc else, dans ce cas-là, return tout simplement résultat. Il n'y a pas de S. Voilà. Et donc je peux tester avec L1. On va tester d'abord une carré L1. Et là je précise rien, donc là ça veut dire que mon option sera égale à faux. Et par contre là je vais le refaire, mais en mettant cette fois-ci true. Ok. Et donc là, j'ai vérifié l'option, donc c'est-à-dire que je suis rentré dans cette condition-là, donc qui doit me renvoyer la liste résultat, mais en sens inverse. Voilà, donc ça c'était peut-être un petit peu plus compliqué. N'hésitez pas à revenir un petit peu sur cette vidéo pour voir les différents éléments que vous n'avez pas compris. Essayez aussi de laisser un peu toutes ces choses-là se poser un peu dans votre esprit, d'y revenir plus tard, etc.
Pour la semaine prochaine, il n'y a pas de feuille d'exo à proprement parler comme d'habitude. Pour la semaine prochaine, donc on vous mettra en ligne le corrigé des exercices si jamais il y a des choses qui n'étaient pas bien claires là, que vous voulez les voir posées sur un fichier notebook. La semaine prochaine, donc comme je le disais tout à l'heure, on va attaquer la séance apprendre à coder, mais cette fois-ci maths et algo. Et comme vous allez le voir maintenant, ce fichier-là est composé uniquement d'exercices. Il n'y a pas de rappel de cours, là on va faire que coder. Il y a énormément d'exercices, il y en a 22. D'accord. Donc il y en a qui ne vous concernent pas, il y en a qui sont pour les M1. Il y en a qui ne concernent même pas les M1, c'est quasiment. Enfin, ces exercices-là sont vraiment très compliqués, c'est pour ceux qui sont vraiment le plus à l'aise. Nous, on s'arrêtera à ce niveau-là. Déjà, si on arrive à faire ça en une séance, c'est pas mal. Du coup, il n'y a pas de feuille d'exercice comme celle-là. Ce que vous faites pour la semaine prochaine, puisqu'on va vous mettre tout ça en ligne, vous préparez les 8 premiers exercices. Voilà, exercices de 1 à 8, ces exercices qui sont relativement faciles, mais qui vous mettent parfois dans des cas concrets, qui vont vous obliger à faire la traduction entre un énoncé et comment y répondre avec Python. Voilà, donc encore une fois, vous préparez pour la semaine prochaine. Donc ceux qui regardent cette vidéo seront en présentiel avec moi ou avec mon collègue Florent Morvillier la semaine prochaine. Et donc, on fera la correction de ces exercices-là en live. Et ensuite, on passera à la correction de ces exercices-là en cours, tous ensemble. Ok. Voilà, bon bah donc j'espère que vous arrivez à suivre, que ça commence à se complexifier un petit peu. Là, on commence à avoir pas mal de variables, d'éléments en tête. On commence à maîtriser un certain nombre d'objets sous Python, donc ça commence à devenir un peu plus complexe. Donc il faut arriver à tenir un peu le rythme. Et donc c'est pour ça notamment qu'on vous a mis des séances avec des moments où on code, voilà, on code ensemble pour que vous ayez un petit peu de pratique du langage. Encore une fois, ça, vous allez en avoir marre, mais c'est en codant qu'on apprend à coder. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller sur CodeWars. C'est un site qui est vraiment super pédagogique. N'hésitez pas non plus à nous contacter sur le Discord ou à nous envoyer des mails si vous avez besoin. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.